Bonsoir René Guichardon. Bonsoir. Vous avez fait un mémoire de maîtrise portant sur les cafés philo. Vous animez par ailleurs des cafés philo. Au fait, qu'est-ce qu'un café philo? Oui. Ce qu'il faut comprendre par café philo, c'est que c'est avant tout un lieu public dans lequel des personnes se rencontrent pour discuter autour de différents thèmes d'une façon qui soit philosophique. Donc, tout le monde peut participer à un café philo. Voilà, c'est exactement ça. C'est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas de prérequis exigés. On peut y venir quelle que soit sa formation, son métier, son origine culturelle ou sa religion. En fait, plus la diversité des participants est grande, plus la richesse des échanges sera grande également. Pouvez-vous m'expliquer comment cela se passe? J'imagine qu'il y a des règles à respecter. Oui. En fait, les cafés philo sont indépendants. Ils revendiquent leur liberté et c'est une bonne chose pour la diversité des pratiques. Mais pour qu'il y ait un minimum de transparence, pour qu'on sache un peu ce qui s'y passe, il revient à leurs responsables de préciser les cadres qui définissent leurs pratiques. On peut en général distinguer 3 niveaux d'organisation. Le niveau des règles pratiques, celui des dispositifs et le niveau des principes généraux de la discussion. Commençons peut-être par les règles. Okay. Ce sont, à vrai dire, des règles de bienséance. Par exemple, ne pas se couper la parole, rester courtois, s'efforcer à être concis, ne pas juger les personnes sur leurs idées, mais se concentrer sur la teneur de leurs argumentations. Qu'entendez-vous précisément par dispositif? Donc, les dispositifs sont pensés par les responsables de café philo qui s'efforcent de réfléchir à la mise en œuvre de leurs pratiques. Parmi les dispositifs les plus simples, il y a celui qui consiste à désigner un distributeur de la parole. Certains cafés philo marquent une différence entre la personne qui introduit le sujet et celle qui se charge de le modérer. On voit également des cafés philo qui ont mis en place le rôle d'un observateur. Dans ce cas-là, celui-ci peut, par exemple, retracer le parcours des idées à la mi-temps ou à la fin des débats. Ce qu'il faut comprendre en fait de ces divers dispositifs, c'est qu'ils permettent d'explorer différentes manières d'organiser les échanges dans les cafés philo. Qu'en est-il de ce que vous appelez principes généraux? Donc, les principes généraux, c'est ce qui permet à l'échange de s'inscrire véritablement dans une pratique qui se veut philosophique. Par exemple, c'est poser des questions plutôt que déclamer des convictions. C'est s'efforcer de comprendre des propos parfois inhabituels. C'est alors suspendre au moins ponctuellement son jugement pour apprendre à écouter. C'est, dans le cadre d'un débat, essayer de formuler son argumentation en prenant en compte ce que d'autres participants ont déjà dit. J'ai envie d'ajouter ceci. C'est éventuellement, pour soi-même, analyser les raisons de sa pensée, savoir pourquoi on pense. Cette attitude est directement à mettre en rapport avec la connaissance de soi. Et enfin, du point de vue de la pensée, c'est tenter de problématiser les propositions énoncées par les participants. C'est donc prendre des propos contradictoires pour en dégager une question plutôt que s'enfermer dans un parti pris ou dans un quant à soi. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple? Prenons la question classique « Choisissons-nous librement notre vie ?» Certains vont affirmer « Oui, nous sommes libres de choisir à tout moment ce que nous voulons faire ». D'autres, au contraire, vont répondre « Non, nous ne sommes pas libres, il y a des déterminants sociologiques, psychologiques qui conditionnent nos choix. » Donc, l'une des questions que l'on pourrait poser ici serait les déterminants sociologiques ou psychologiques s'imposent-ils au point d'inhiber toute possibilité de faire des choix librement?